Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en direct. C'est une émission spéciale aujourd'hui, une émission qui est consacrée au prix littéraire des collégiens Alterado 2020. Donc nous sommes à la médiathèque de Rumilly et puis c'est une chance, il faut le dire, de pouvoir réaliser cette émission pour cette édition du prix Alterado dans les conditions sanitaires qu'on connaît tous maintenant aujourd'hui. Donc c'est une émission qui a été réalisée de façon un petit peu différente et puis vous allez le voir tout de suite. Les auteurs qui sont en lice au nombre de 6 cette année et les collégiens ne sont bien évidemment pas présents physiquement avec nous, mais ils sont présents par visioconférence et bien évidemment on va pouvoir leur donner la parole tout au long de cette émission pour découvrir les romans et puis découvrir aussi les questions des collégiens. À la fin de cette émission, c'est la grande finale, donc on va connaître le nom du ou de la gagnante de cette 12e édition du prix Alterado. Et vous l'avez déjà vu, je ne suis pas toute seule en plateau puisque j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui avec Laure Tonley-Bazaille qui est la vice-présidente du département de la Haute-Savoie, déléguée à la lecture publique, à la culture et au patrimoine. Également présent aujourd'hui Renaud Beretti, maire d'Aix-les-Bains, mais vous êtes aussi vice-président du département de la Savoie, délégué à la culture et au patrimoine. Et puis il y a aussi Pierre Bécher, le maire de Rumilly. Et d'ailleurs c'est à vous que je vais laisser la parole tout de suite. Je vais vous tendre mon micro. Vous ne le prenez pas puisqu'on respecte bien évidemment les mesures barrières. Et donc je vous laisse faire votre petit mot de bienvenue. Bonjour à tous, bonjour mes chers collègues et les conseillers départementaux et vice-présidents. Je suis très heureux et même très honoré de recevoir la remise de ce prix ici dans notre médiathèque de Rumilly. Je vais vous en faire quand même un petit peu la présentation parce qu'on est très fiers de notre médiathèque. Donc elle a vu le jour lors d'une réflexion il y a une quinzaine d'années sur l'offre culturelle de la ville de Rumilly. La ville de Rumilly est en pleine croissance, elle l'est toujours d'ailleurs, et notre offre culturelle tendait à être précisée, à être développée. Donc on a fait un vaste projet avec une salle des cinémas, avec un musée, avec une école de musique, et puis avec une salle de spectacle. Et bien entendu une médiathèque qui était au cœur de ce projet. Et donc aujourd'hui cette médiathèque a été construite, tout a été à peu près construit. On a cette belle médiathèque qui a pris toute sa place dans le paysage culturel de Rumilly, même au cœur de ce paysage culturel. Aujourd'hui, j'en discutais avec la directrice pour préparer l'émission, c'est plus de 200 000 échanges par an de livres avec 80 000 entrées à la médiathèque. Donc c'est considérable. Elle joue tout son rôle. Et puis on avait comme projet de faire une culture pour tous et surtout inciter à la lecture pour tous, et avec un zoom très particulier sur les enfants et les adolescents. Donc on est vraiment au cœur de notre projet aussi aujourd'hui et on est très content que vous ayez choisi Rumilly pour le faire. Et puis mes chers collègues, vous savez, on a aussi une petite ambition à Rumilly, de par notre position géographique, d'être un peu le trait d'union entre la Savoie et la Haute-Savoie. Donc on joue un petit peu ce rôle aujourd'hui et ça nous plaît beaucoup. En tout cas, c'est pour nous une grande reconnaissance du travail accompli avec toute l'équipe qui est derrière moi, là, la directrice, Madame Charvier-Deveau, et puis toute l'équipe des affaires culturelles, et sous la bienveillance houlette de notre adjoint à la culture, Daniel Darmon. Donc voilà, moi je souhaite que vous fassiez le bon choix pour trouver le bon roman avec tous nos amis jeunes et étudiants qui sont là. Et moi, je me précipiterai sur le roman quand ils l'auront choisi. C'est ce qu'on va découvrir à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Pierre Bécher. Merci en tout cas de nous accueillir effectivement dans cette belle structure. On a de la chance aujourd'hui. On a un super beau plateau, très lumineux en tout cas, avec ces magnifiques surfaces vitrées. Je passe la parole à vous deux, nos élus présents sur le plateau. Est-ce que vous êtes prêts pour cette émission où on va découvrir enfin le nom du ou de la gagnante de cette 12e édition du prix Alterado ? Je commence ?
C'est vrai que c'est toujours un grand plaisir de se retrouver. Alors cette année, c'est un petit peu particulier. C'est vrai que d'habitude, avec Renaud, on se retrouve avec les 600 collégiens, toujours à Aix-les-Bains, c'est la tradition. Donc effectivement, là, aujourd'hui, on est effectivement un peu à mi-chemin entre Annecy et Aix-les-Bains. C'est à la fois beaucoup de plaisir de se retrouver, et c'est vrai que de ne pas avoir forcément tous les collégiens avec nous, c'est aussi un petit regret. Mais je pense que le fait d'être diffusé en direct sur les réseaux sociaux et puis après rediffusé, ça permettra peut-être encore plus aux jeunes qui ont lu les romans de suivre cette remise des prix. Donc finalement, c'est peut-être aussi très bien d'avoir à adapter la formule dans cette année très particulière. Et votre sentiment, vous, Renaud Beretti ? Moi déjà, je suis très heureux de retrouver Laure parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble. C'est vrai que la culture se fait au niveau de nos 2 départements, notamment aujourd'hui sous l'égide du Conseil Savoie-Mont-Blanc. La lecture publique, c'est aussi Savoie Biblio, avec notre réseau qui commence au lac Léman et va jusqu'à l'Italie, en passant par nos villes et nos villages, avec tout le réseau. C'est un peu la super bibliothèque, et c'est même unique en France, ce réseau et ce service commun de lecture publique. Donc ça fait bien des raisons d'être heureux de se retrouver, en remerciant le maire de Remilly et son équipe de nous accueillir. Il a très bien dit, c'est vrai que symboliquement, mais ça va au-delà du symbole, on est à la frontière entre guillemets, mi-chemin, il n'y a pas de frontière, mais à mi-chemin, c'est ça, pour la culture, pour la lecture, dans un superbe vaisseau, c'est presque une cathédrale du livre et du numérique, parce que les deux sont liés, et des arts, le maire l'a rappelé, donc c'est vrai que c'est plaisant, il y a toujours une belle atmosphère. Laure l'a dit, habituellement on est un peu dans l'effervescence, parce que les collégiens que l'on salue, leurs enseignants, les documentalistes, connaissent cette ambiance. Alors c'est vrai que ça se passe au centre des congrès d'Aix-les-Bains habituellement, où ils s'enferment toute la journée, et c'est bien de le dire parce que on dit tout souvent que les jeunes ne lisent plus à ce moment-là. Mais voilà, ils échangent avec les auteurs, ils vont le faire aujourd'hui, ils font des petits jeux, ils ont lu avant. Puis il y a un principe qui nous est cher, c'est celui de la liberté, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout lire. Je parle de l'ensemble des collégiens qui participent, on peut lire un livre, on peut tous les lire. Donc il y a la liberté, il y a la passion que l'on retrouve aussi bien chez les enseignants que chez les collégiens. Il y a un côté frustrant parce qu'on ne peut pas le faire comme d'habitude, mais un côté, tu le disais, novateur aussi, et ça rejoint l'innovation ici à Remilly, voilà, d'être en virtuel. Puis peut-être une idée que vous nous donnez finalement pour les prochaines éditions. Allier les deux. De faire les deux, c'est-à-dire allier les deux sur place, mais aussi comme cela, diffuser et rediffuser réseaux sociaux et sur votre antenne. Mais en tout cas, le but, c'est quand même de recréer cette bulle d'effervescence. Aujourd'hui, je suis sûre qu'on va y arriver grâce aux nouvelles technologies avec donc la visioconférence. Si vous le voulez bien, on commence tout de suite. On rentre dans le vif du sujet avec la présentation des auteurs. Ils sont 6 auteurs pour donc 6 romans cette année. Tous ont été scrupuleusement choisis, il faut le dire, par un comité de lecture composé de bibliothécaires et de professeurs documentalistes. Chacun va se présenter. Donc là, je vais me retourner vers la visioconférence. On va commencer avec Delphine Bertolon et son roman « Celle qui marche la nuit ». Delphine, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de votre roman ? Alors d'abord, bonjour à tous. Donc Celle qui marche la nuit, c'est l'histoire de Malo, qui est un adolescent de 15 ans, qui est un pur parisien, un pur citadin, qui fait du skate et qui adore la pollution et qui a tous ses potes. Et d'un coup, son père est muté dans le sud de la France, dans un endroit complètement paumé, et donc on l'oblige à déménager. Et évidemment, il est absolument mortifié par cette idée. Donc déjà, il part assez tristement vers ce sud qui ne l'entend pas. Et puis, quand il arrive dans cette maison que ses parents ont achetée pour la rénover, il se rend compte qu'il y a des phénomènes bizarres à l'intérieur. Et donc, il va commencer à apprivoiser son environnement tout en cherchant à comprendre pourquoi ces phénomènes paranormaux surviennent dans la maison et mener sa petite enquête. Ce qui va lui permettre de s'intégrer dans ce nouveau monde et de résoudre peut-être le mystère de la maison des pins. On garde du suspense pour la suite. Il faudra lire bien évidemment le roman pour connaître toute l'histoire. On continue avec Florence Medina, Direct du cœur. C'est le nom de votre roman. Bonjour à tous. Merci déjà d'avoir organisé cette rencontre insolite, mais c'est déjà mieux que rien. C'est chouette quand même de pouvoir rencontrer certains des collégiens parce que c'est ce qui manque le plus dans toutes ces rencontres annulées. Donc merci.
Donc mon roman parle d'un jeune garçon qui s'appelle Timothée, qui est un peu plus âgé que les élèves qui sont là, puisqu'il est en classe de première, il entre en première, il a un poil dans la main taille baobab, et sa mère lui dit: tu n'auras jamais ton bac, donc il te fout une option pour gagner des points quand tu seras au rattrapage, puisqu'elle ne mise pas qu'il puisse avoir son bac du premier coup. Et il se retrouve malgré lui à apprendre la LSF, c'est-à-dire la langue des signes française, ce qui ne l'enchante pas, il connaît pas les sourds, il est pas sourd lui-même, donc ça l'intéresse pas du tout. Et en fait, via cette option, il va rencontrer une première sourde qui est sa professeure de langue des signes, et il va rentrer dans un monde nouveau qu'il n'a jamais imaginé, auquel il n'a jamais pensé, et qui se trouve en fait sur la même planète que lui, et qui pourtant est qui est en même temps tout proche et très différent. Voilà. Merci Florence, et donc j'appelle maintenant une autre Florence, cette fois-ci Florence Tinard pour le gang des vieux schnocks. Alors les vieux schnocks, c'est des vieux, ils sont vieux, hein, ils sont tous au moins 70 ans bien passés, et ils vivent dans un quartier populaire comme il peut y en avoir dans plein de villes de France. Ils se connaissent pas, et un jour ils assistent à l'arrachage d'un sac à main. Alors, excusez-nous, Florence Tinard, on a une petite coupure son. Je demanderai juste aux autres participants de ne pas faire trop de bruit pendant que vous êtes en train de parler. Je vous laisse reprendre la parole, Florence. Alors, excusez-nous. On va revenir juste un petit peu après avec vous, Florence. On passe à Aurélie Gerlach, si vous le voulez bien. Aurélie, on revient à Florence, bien évidemment, je ne vous oublie pas. On revient à vous juste après. On entend aujourd'hui. C'est magnifique. On va essayer de demander du coup aux personnes peut-être de fermer leur micro, sauf Aurélie Gerlach. On va essayer de vous entendre quand même, Aurélie, sur le résumé de votre livre, de votre roman. Je rappelle le titre, Le Labo des sentiments. Oui, bonjour à tous. Bien, écoutez, Le Labo des sentiments, ça parle d'une bande de jeunes qui sont très très différents, et qui se retrouvent tous à intégrer une très prestigieuse école de robotique, donc pour apprendre à fabriquer des robots. Et toute cette bande de jeunes tourne autour particulièrement de l'héroïne qui s'appelle Coriander, et qui est une vraie passionnée, presque limite un petit génie de la robotique, et qui, au gré de ses rencontres avec tous ces jeunes qui vont intégrer l'école en même temps qu'elle, va aussi un peu apprendre à s'ouvrir, parce qu'elle est très forte pour fabriquer des robots, elle est très forte en technologie, mais par contre les relations humaines pour elle c'est un petit peu compliqué, et donc c'est un peu un roman initiatique. Mon but en l'écrivant, c'était d'essayer de marier technologie et comédie romantique, comédie, et finalement, oui, roman initiatique. Et donc, tout ce petit monde-là va se retrouver à la fin autour d'une compétition de robots entre plusieurs écoles et universités du monde entier. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Alors on repart du côté de Florence Tinard, le gang des vieux schnocks. On a envie d'avoir le résumé de cette histoire de vieux, du coup, si on vous comprend bien. Hein. Ils n'ont pas rajeuni depuis. Et donc une d'entre elles, qui s'appelle Rose Aimée, qui est vraiment très 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 âgée, se fait arracher son sac par un jeune. Et ces personnes âgées là qui avaient un grand sentiment de solitude et d'inutilité se découvrent tout à coup une mission et une passion. Ils vont créer un gang et ils vont semer la terreur pour montrer qu'ils existent dans la ville et dans cette vie, qu'ils sont pas encore morts. Et en même temps, ils vont chercher à se venger de ce jeune délinquant qu'ils appellent un jeune à capuche, parce qu'il a un sweat avec une capuche, et ça va être toute l'histoire. Et en fait, plutôt que de se venger, ils vont finir par créer des liens. Et c'était ça qui m'intéressait moi aussi. C'était les liens qu'on peut créer avec des gens qui sont complètement différents de nous, ou du moins le croit-on parce qu'ils n'ont pas le même âge. Mais en fait, on s'aperçoit que sous les âges, on est quand même
très semblables et qu'on peut surtout créer beaucoup de liens entre les uns avec les autres. Merci beaucoup Florence Tinard. On va donner la parole maintenant au seul homme de cette sélection. Il s'appelle Alexandre Chardin. Il y a un homme cette année et son roman Les larmes des avalombres. Je vous laisse la parole Alexandre. Bonjour. Alors je suis en stricte minorité, j'ai l'impression cette année. Ça me fait vraiment bien plaisir d'être avec des confrères et puis d'être dans cette étrange situation de visio. Alors, en fait, parlons des avalombres. Commençons déjà par le personnage négatif, malfaisant, qui est Tourcoul. Ça se passe au Moyen-Âge, et Tourcoul a compris que des créatures telluriques gigantesques, en perdant des larmes, avait dans ses larmes une sorte de drogue extrêmement puissante qui crée une addiction. Et avec cette addiction, eh bien, il a réussi en fait à mettre à ses pieds tout le royaume, le seigneur et tous les chevaliers, dont le père de Nando. Nando, c'est un garçon et ça va être le personnage principal du roman. Et Nando, ce garçon avec son compagnon Ruba, qui est un renard, eh bien tous les deux vont partir en quête. Alors une triple quête finalement. La première, ça va être eh bien de trouver les larmes, de les détruire toutes. La deuxième, ça va être de sauver son père, puisque son père est parti aux confins du monde, dans des paysages fantastiques, pour le sauver, parce qu'il voulait mourir. Et la dernière quête, ce sera de vaincre Tourcoul, ce personnage extrêmement malfaisant. Donc un roman de quête, un roman fantastique. Merci beaucoup Alexandre. Nous, notre dernière quête, elle s'appelle Nadia Coste avec son roman Rhizome. Je vous laisse le présenter. Oui, bonjour. Alors moi je vous le montre, je l'ai là. Rhizome, ça se passe dans le futur. On est dans les années 2080. On est post-apocalyptique mais lumineux. C'est-à-dire voilà, les grandes catastrophes naturelles ont déjà eu lieu. La population a été divisée par 6. On s'en est sorti en construisant de grandes tours parce qu'on peut plus vivre au niveau du sol, on peut plus y respirer. Donc voilà, tout le monde vit dans ces grandes tours. Mon héros est botaniste, il fait partie des rares qui descendent encore au niveau du sol pour étudier des plantes. Alors c'est des plantes super qui dépolluent l'air, qui dépolluent l'eau, on peut même les manger, on en a mis partout. Il y a vraiment ces plantes un petit peu partout. Et donc ce héros, pendant une de ses descentes, il va respirer des spores de ces plantes-là. Et très peu de temps après, il va commencer à entendre une voix qui lui parle. Voilà, je vous en dis pas plus. Non, vous nous en dites pas plus, gardez du suspense. Alors voilà, on vient de découvrir cette sélection de 6 romans. Elle est comment cette sélection ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'il y a vraiment tout un tas de thèmes qui sont abordés, mais c'est vrai qu'ils ont en commun vraiment, on a envie de retourner au collège pour se replonger dans ces romans. Même sans être au collège, je pense qu'on peut aussi se plonger dedans. Je pense que ça nous replonge aussi, c'est vrai que dans une partie de tous de nos vies où effectivement, forcément quand on a 12, 13, 14, 15 ans, on se projette dans l'avenir, on imagine plein de choses et je pense que pour ces collégiens, ces romans, c'est vraiment une évasion vers des mondes. Alors il y a effectivement des mondes quotidiens, parce qu'évidemment on a aussi bien la ville que la campagne où certains déménagent, qu'un futur plus ou moins lointain. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une évasion extraordinaire pour les collégiens. Et c'est aussi une entrée dans la lecture. J'espère que tous ces collégiens qui découvrent, qui se passionnent pour ces livres, pour ces auteurs, continueront à lire ensuite. Et c'est vrai que c'est une formidable entrée, je pense, dans le monde de la lecture. Renaud Beretti, un commentaire aussi sur la sélection. Laure dit bien les choses parce qu'elle est enseignante, donc elle sait ce qui peut captiver des jeunes gens. Moi, je dirais que par rapport à l'époque où j'étais collégien, donc il y a longtemps, on nous imposait des livres et souvent c'était désincarné. L'auteur, on ne le connaissait pas, on ne savait rien de lui. Là, la chance formidable, c'est de pouvoir les découvrir, peut-être même les découvrir avant de lire leurs livres. Et moi, j'ai bien aimé le point commun, c'est qu'ils ont tous beaucoup d'humour. Et puis, effectivement, ils choisissent des thèmes qui sont importants pour les jeunes, pour captiver, pour attirer leur attention. Je crois que c'est important de ne pas rater les premières envies de lire, les premiers apprentissages. Et c'est vrai que toucher des thèmes aussi variés que le fantastique, il y a un peu de Tolkien aussi, de fantasy, il y a le futur, ça donne envie de savoir ce qui se passe. Il y a ces vieux schnocks, on aurait pu imaginer l'inverse d'ailleurs, d'une bande de jeunes à qui un papy ou une mamie aurait volé le sac. Oui, ça fait une histoire inversée. Enfin, ça suscite, c'est ce que tu disais,
des envies de lecture. Donc je trouve que cette façon de présenter et cette sélection est séduisante. Eh bien, en tout cas, apparemment, elle a séduit ces collégiens, puisqu'ils ont pu lire certains de ces ouvrages. Donc, c'était au choix, on vous l'avait rappelé au début de l'émission. Ils pouvaient en lire 1, 2, 3, voire même la totalité, les 6, grâce à leur collège. Et donc, on va leur donner la parole maintenant pour qu'ils puissent poser leurs questions à différents auteurs. On va commencer avec Maëlle, qui est au 5e au collège Jean Rostand de Moutier. Maëlle, est-ce que tu as une question et est-ce que tu peux nous dire pour qui? Question qui est pour Aurélie Gerlach. Oui, bonjour Maëlle. Bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'écrire un roman miroir ou choral plutôt qu'un roman où c'est le narrateur ou bien un seul personnage qui raconte toute l'histoire. Alors, moi, en fait, depuis que j'ai commencé à écrire des romans, j'ai quasiment toujours choisi déjà d'une part de parler à la première personne parce que j'aime beaucoup travailler sur le langage oral, un peu l'argot, sur la manière dont parlent soit les ados, soit les adultes. Ça me permet de faire varier les voix des personnages. C'est-à-dire que quand il y a un personnage qui est plus vieux, il parlera d'une manière un peu différente que d'un personnage plus jeune. Un personnage, je sais pas, un personnage qui est un petit peu insolent parlera, en fait, s'exprimera de manière différente qu'un personnage qui est très timide et très effacé. Donc, ça me permet de mettre en avant différentes personnalités et différentes manières de parler, parce que ça, c'est vraiment une de mes grandes passions dans la littérature. C'est vraiment ces différents niveaux de langage qui existent et comment jouer avec. Et ça peut même aller très loin parce que le premier roman que j'avais écrit, j'utilisais le langage SMS qui était très très populaire à l'époque, puisque c'était en 2010. Et je trouve que ça, c'est vraiment une des choses qui est formidable avec la langue, c'est toute cette espèce de pyramide qui existe du plus vulgaire au plus soutenu et je pense que c'est quelque chose qui est très important aussi finalement dans la vie. Quand je parle avec des lecteurs, souvent ce que je leur dis c'est que moi je joue avec ça dans mes romans, mais finalement tout le monde joue aussi avec ça dans la vie. C'est-à-dire que toi typiquement Maëlle, quand tu parles avec tes amis, tu vas pas du tout parler de la même manière qu'avec tes profs. Et puis finalement, en fait, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, en fait, sa manière de s'exprimer te dit beaucoup de choses sur lui. Et donc, moi, c'est avec ça que j'adore jouer, en fait. Finalement, en dire beaucoup sur mes personnages en utilisant leur manière de parler. C'est pour ça que je fais très souvent le roman choral. J'ai essayé de faire des romans avec un narrateur, soit le même narrateur, soit ce qu'on appelle un narrateur omniscient ou qui serait pas un personnage mais finalement quelqu'un qui s'exprimerait un peu de l'extérieur. Et à chaque fois ça n'a pas vraiment marché parce que ça m'amuse moins. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, j'ai très bien compris, merci. Ah, super. On a aussi une question de Thomas qui est en 3e, toujours au collège Jean Rostand de Moutier. Une question pour Nadia Coste, on t'écoute Thomas. Alors bonjour, j'avais une question pour le roman Rhizome. Alors, est-ce que la disparition des espèces végétales, elle vous a incité à aborder le sujet pour éveiller la conscience des jeunes générations? Bonjour Thomas. Écoute, moi, l'écologie, c'est quelque chose qui me touche depuis très longtemps. Pour vous donner une petite idée, mon papa était dans les premiers à avoir des panneaux solaires sur la maison dans les années 90, qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient visiter ma maison pour voir comment c'était fait. Et moi, je vivais avec ça. Pour moi, c'était évident. En fait, ça fait partie des choses où, pour moi, l'écologie, c'est évident depuis 40 ans. Et découvrir encore maintenant des gens qui découvrent qu'il faut faire quelque chose, je me dis, mais ça fait 40 ans qu'on le dit qu'il faut faire quelque chose. Et du coup, je me dis, bon, ça a toujours été présent dans mes romans, dans beaucoup de mes romans. Je parle d'écologie d'une façon un petit peu subtile, on va dire, parce que j'aime pas trop quand les auteurs donnent des conseils ou des préceptes à suivre, comme si on avait l'impression qu'ils plantaient un panneau en disant
protéger la nature, c'est bien. Couper les arbres, c'est pas bien. Je me dis, bon, des fois, ça fait un peu artificiel dans les histoires, donc j'essaie de le faire de façon subtile. Là, pour Rhizome, j'avoue que j'y suis allée un petit peu plus fort sur, ok, bon, maintenant, ça urge, alors allons-y, parlons vraiment d'écologie. Donc oui, la disparition des espèces, bien sûr, la fonte des glaces, forcément, les forêts qui disparaissent, les incendies, il y a beaucoup de choses qui font que la sonnette d'alarme, il faut la tirer. Si ma génération n'a pas réussi à sauver le monde, j'espère que votre génération y arrivera. Donc je me dis, si il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas encore conscience de ce problème-là et qui ont un peu l'impression que c'est bon, il y a encore le temps, ce serait peut-être pas mal qu'ils s'y mettent. Donc si par mes romans, je peux planter des petites graines dans l'esprit du lecteur pour qu'il se pose des questions et fasse changer les choses, j'espère que ça peut marcher. Thomas, tu avais une deuxième question, il me semble, pour Delphine Bertolon. Oui, alors bonjour, j'avais une question donc, pour le roman Celle qui marche la nuit. Si vous deviez incarner un des personnages du roman, lequel seriez-vous ? Bonjour Thomas. Bonjour. Alors assez naturellement, moi aussi j'aime beaucoup écrire à la première personne et je travaille quasi essentiellement à la première personne. Donc très naturellement, j'ai tendance à incarner le personnage qui parle, quasi presque comme une actrice. C'est-à-dire que je me mets vraiment dans sa peau, je deviens lui, il devient moi, etc. Donc là en l'occurrence c'est évidemment Malo. Après, dans un roman, c'est un peu comme on dit que dans les rêves, on incarne à la fois tous les personnages, et donc forcément qu'il y a une part de moi dans chacun des personnages, et dans la petite sœur, et dans Lily, etc. Mais le personnage auquel je me suis identifiée tout au long de l'histoire, et dans la peau duquel je me suis mis, c'est évidemment Malo. D'accord, merci. Merci. On passe à Marion, Marion qui est au collège Saint-Étienne de Cuines, je prononce correctement, j'ai un doute, oui, qui avait une question pour Florence Tinard avec le gang des vieux schnocks. Bonjour. Alors moi j'aimerais bien savoir si votre histoire est inspirée de faits réels. Alors, de faits réels, non, mais c'est vieux. Bonjour Marion, bonjour Sarah, puisque vous êtes toutes les deux sur mon écran. J'ai habité dans un quartier où il y avait autour de moi beaucoup de personnes âgées comme ça. Donc en fait, ils sont pas vraiment vrais, mais ils sont très inspirés des voisins que je pouvais avoir autour. Et à l'époque, j'avais un chien que je sortais 3 fois par jour, donc je finissais par rencontrer ces personnes. Alors au début, on se croisait, après on se disait bonjour, et puis à la fin, au bout de quelques années, je passais des moments entiers de ma journée à discuter avec ces personnes-là debout sur le trottoir, et j'apprenais énormément de leur vie. Et par exemple, peut-être que vous vous souvenez du personnage de Papi Ferraille, qui était un vieil émigré espagnol. Et ben lui, on pourrait presque dire qu'il existe, quoi, parce que j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait Alfonso et qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Sarah, qui est aussi avec Marion, avait une question également pour Florence Tinard. Comment choisissez-vous le thème de votre livre ? Et ben là, tu vois, à force de voir et de côtoyer ces personnes âgées, je le savais déjà parce que j'ai eu des grands-parents, j'ai eu la chance d'avoir des grands-parents jusqu'à très tard, mais moi ça m'impressionne en fait. C'est comme si on avait tous un espèce de sac à dos invisible, tu vois, qu'on remplit avec plein d'expériences de vie, plein de savoir, plein d'aventures, plein d'émotions, plein de peine, de chagrin, de joie, de tout ce que tu veux, et on emporte ça tout au long de sa vie. Donc les vieux, évidemment, ils en ont plus que nous. Et ça m'émerveille, moi, de voir tout ce qu'on peut emporter, tout ce qu'on peut vivre au cours d'une vie. Et je me dis, quand on les voit comme ça, on s'en rend pas trop compte, ça m'a donné envie de les mettre en scène et de raconter, et puis surtout de les faire rentrer en collision avec l'autre grand partenaire du livre, qui est un jeune homme qui s'appelle Jules et qui a 13 ans et qui n'a aucune affection pour les vieux, et c'était drôle de les faire de les faire rentrer en contact un peu violemment. On continue notre jeu de questions-réponses. Cette fois-ci, la parole est à Lilou. Alors, on a 2 Lilou en ligne avec nous. Donc, pour les différencier, je vais d'abord appeler Lilou O, qui a également une question pour Florence Tinard avec son gang des vieux schnocks. Bonjour. D'où vous est venue l'idée de mettre en scène des héros âgés dans votre livre alors qu'ils s'adressaient à des adolescents ?
Eh ben voilà, je viens d'expliquer un petit peu. C'est parce que je les avais vus, et je les trouvais super intéressants, et je me dis, tous les adolescents ont pas forcément la chance justement d'avoir des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Donc c'est bien de leur dire ce qu'il y a en fait à l'intérieur des vieux, et que les vieux peuvent être drôles et sympas. Et voilà. Mais en fait, c'est vrai. J'ai écrit cette histoire parce que j'avais envie, et que mes personnages me faisaient envie. J'avais envie de passer du temps avec eux. J'avais envie de vivre des aventures avec eux. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais si ça se trouve, ça va n'intéresser personne en dessous de 80 ans, cette affaire. Donc j'avais quand même un doute. Merci. Lilou, tu viens de poser ta question. Deuxième Lilou, cette fois-ci. Lilou M, qui est au collège Pays de Gavot Saint-Paul en Chablais. Oui. Alors, je voulais poser une question à Delphine Berthelon. Oui, bonjour Lilou. Bonjour, alors j'aimerais savoir comment vous avez été inspirée pour faire votre livre, si c'est des faits réels ou juste l'imagination. Alors non, en grande majorité, c'est de la pure imagination. L'idée, en fait, de départ est venue du fait que je suis une très 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 grande fan de films d'horreur. Depuis toujours, je les ai tous vus, même les navets, enfin, c'est une catastrophe, c'est une espèce de drogue. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire une histoire de maison hantée. Le thème du poltergeist, comme on dit, je l'avais déjà utilisé dans un roman pour adultes qui s'appelle Grâce. Mais finalement, à la fin, tout s'explique de manière rationnelle, quasiment tout. Alors que là, avec un roman pour la jeunesse, j'ai pu assumer un vrai fantôme. Et donc, c'était vraiment cette envie-là, cette envie de raconter moi aussi une histoire de maison hantée, parce que je suis une très très grande fan de maison hantée. Et ensuite, il y a le seul élément qui est réel, c'est en effet la catastrophe naturelle qui s'est produite, voilà, avec ce glissement de terrain, etc. Donc ça c'est vraiment arrivé. On peut d'ailleurs, Malo parle de ces vidéos et on peut en effet voir ces vidéos sur Internet. Donc il y a cet élément réel, mais après, non, c'est une histoire purement imaginaire. Ok, merci. Anaïs du collège Louis Armand de Cruzeil a une question pour Florence Médina. Bonjour. Alors je voulais savoir si la LSF faisait partie de votre quotidien. Anaïs, alors oui, la LSF fait partie de mon quotidien puisque je suis devenue interprète français langue des signes il y a 12 ans. Et c'est comme ça que je connais cette communauté. J'avais pas prévu d'écrire là-dessus. Je crois même que je m'étais posé un interdit parce qu'il y a, si vous avez lu le roman, effectivement, il y a tellement de, on va employer des grands mots, il y a eu tellement d'oppression dans la vie des sourds que parler à leur place me paraît une oppression supplémentaire. Enfin, je me sentais pas légitime. Je me disais, mais je vais pas leur raconter leur vie à leur place. Enfin bref, j'avais l'impression que c'était pas possible. Et en fait, vu que c'est arrivé par le personnage, je sais plus si c'est Aurélie qui parlait de la première personne et de tous ces personnages. Et c'est vrai que la première personne, c'est une façon de se mettre dans les chaussons du personnage, mais en fait, c'est plutôt le personnage qui est venu à moi et qui a commencé à susurrer à mon oreille, et je l'ai suivi. Et c'était, je pense, plus simple pour moi de raconter cette histoire via un entendant comme moi qui découvre comme j'ai découvert. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Anaïs. Anaïs, est-ce que Florence Médina a répondu à ta question ? Eh bien, on va passer à Laurine dans ce cas-là, qui a une question, voilà, pour notre homme de la sélection, appelons-le comme ça, Alexandre Chardin. Bonjour. Je me demandais par rapport à votre personnage Nando qui va souvent jouer dans la forêt. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez jeune, vous aimiez bien aller dans la forêt, passer du temps comme ça ? Alors, eh bien, bonjour. Jeune et moins jeune, c'est-à-dire que mon endroit favori, je crois, dans ma vie, c'est la forêt. J'y suis souvent, je cours. Je fais des courses dans les forêts, dans les montagnes. Et j'ai des montagnes à 200 mètres à peu près de chez moi. J'y vais 2-3 fois par semaine. Donc, je suis beaucoup dans la forêt. J'ai planté des arbres dans mon jardin et je les ai taillés pour que mes enfants puissent y grimper. Donc, mes enfants, quand je les cherche dans mon jardin, il faut que je lève la tête et je les trouve. Et moi-même, je grimpe aussi aux arbres. Hier, par exemple, j'étais dans le cerisier pour chercher des cerises. Donc, ouais, alors je suis pas Nando, heureusement, j'ai pas vécu son aventure et sa quête hallucinante. Et mon papa va très bien. Mais en revanche, ouais, les arbres, j'en ai besoin, la forêt, j'en ai besoin, et j'y vais dès que je peux. Donc le confinement, par exemple, à la fin du confinement, le premier jour,
la première chose que j'ai faite, j'ai emmené toute la famille et on est allé dans la forêt, dans une forêt de hêtres extraordinaire. Merci. Avec plaisir. Il y a également Quentin, apparemment, qui a rejoint cette vidéoconférence Zoom, qui avait une question. Oui, j'ai une question pour Florence Tinard. Est-ce que vous allez refaire un deuxième livre? On sent que Quentin est fan, là, dans cette question. Écoute, mon souci, c'est que je les ai fait tellement vieux que je voudrais pas avoir à raconter qu'ils meurent les uns après les autres. Ni tu vois qu'ils s'en vont à l'EHPAD, voilà. Et alors du coup, je me dis qu'ils pourraient peut-être monter un groupe de rock. J'en suis là pour l'instant. Ça te ferait plaisir, Quentin? Oui. Ah bah oui, en même temps, des vieux qui montent un groupe de rock. Moi, j'ai hâte de lire ça, hein, personnellement. Il y a des papy-mamies qui ont monté une radio comme ça, qui a un grand succès. Une réaction de votre part, toutes ces questions que l'on vient d'entendre de la part de collégiens, ça vous inspire ? Oui, je pense que aussi bien Renaud que moi, on est des grands lecteurs, donc c'est sûr qu'on se retrouve dans l'enthousiasme de ces jeunes. Et puis surtout, ça, en tant qu'élu, on est content de voir que ce prix, dont quand même l'essence même, c'est de donner envie aux jeunes de lire et de se passionner, de lire plusieurs romans. On voit bien que là, je pense que le Conseil Savoie-Mont-Blanc et Savoie Biblio remplissent complètement leur rôle, qui est vraiment de susciter l'envie de lire chez les jeunes. Et puis, au-delà de susciter l'envie de lire, moi, j'ai l'impression que c'est quand même assez pointu, finalement, oui, dans ces questions. On peut être fier de nos collégiennes et de nos collégiens. Moi, je les trouve chaque fois très mûrs. C'est pas des questions préparées à l'avance, un peu artificielles. On sent qu'ils se sont intéressés, qu'ils sont passionnés, ils veulent savoir. Donc ça fait plaisir. Puis moi, j'aime beaucoup les auteurs aussi. Je les remercie au passage parce qu'ils ont, je me répète, mais beaucoup d'humour. Et ça aussi, c'est très important pour faire passer l'envie et la passion. Il y a beaucoup d'ingrédients, on le voit sur les sujets de société, comme ce qu'on vient de vivre ensemble, hein. Et cette période de confinement et de crise, d'angoisse, hein, nous a rappelé l'importance de la culture. On l'a vu avec tous ces spectacles virtuels de morceaux de musique joués, donnés, de chansons, mais aussi de lecture. Dans ces moments collectifs difficiles à franchir, on a vécu ça avec le terrorisme il n'y a pas si longtemps. Comme dans une crise sanitaire, on l'a vu là récemment, c'est le sport d'un côté, on n'a jamais vu autant de joggeurs ou de cyclistes, mais aussi la culture qui sont, comment dire, les valeurs transversales, hein, collectives qui nous rassemblent. Une culture salvatrice presque. Mais complètement, oui. Donc c'est bien, mais c'est bien de rajouter aussi l'humour pour faire partager. Et puis je crois alors que, c'est vrai, tous les deux on lit beaucoup, pas forcément la même chose, mais il y a aussi l'envie de partager des lectures, de recommander tel ou tel ouvrage, tel auteur, parce qu'il y a des sujets de société, puis il y a des choses qui nous rappellent. Par exemple, un moment d'enfance ou d'adolescence. Bon, par exemple, sur le langage des signes, moi, ma grand-mère travaillait à l'Institut national des jeunes sourds à Cognin, en Savoie, hein, qui est un institut unique en France. Donc, c'est vrai que ce monde clos, pas très connu, je trouve que c'est très bien que... De le mettre en lumière à travers des lectures et le faire découvrir aux plus jeunes. C'est ça. C'est vrai que c'est un peu le miracle de la lecture, c'est effectivement d'être propulsé dans des univers, parce qu'évidemment, une vie, on n'a pas le temps de tout vivre, et c'est vrai que la lecture a cette formidable possibilité vraiment de nous ouvrir sur des horizons immenses, de partager d'autres vies, de se mettre à la place de plein d'autres personnes. Et je pense qu'effectivement, la rencontre avec les auteurs, c'est vraiment aussi quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Moi, je me souviens que jeune collégienne, justement, on avait des enseignants qui participaient au festival du premier roman à Chambéry, et je me souviens d'avoir rencontré des auteurs, et c'est vrai que c'est très marquant un peu de passer derrière le miroir, et puis du coup effectivement d'échanger avec un auteur, c'est aussi essayer de comprendre pourquoi il a imaginé telle histoire, pourquoi tel personnage, et c'est sûr que forcément les romans sont nourris, même s'ils sont totalement inventés, ils sont toujours nourris du parcours des auteurs, et donc c'est toujours intéressant d'avoir des petites pistes sur les raisons de l'invention de tel ou tel personnage. On voit ces ouvrages qui sont sur la table, qui renvoient aux auteurs que nous avons à l'écran. Moi, ça me fait penser que ces jeunes gens, là, nos collégiennes, nos collégiens, ils ont toute une vie devant eux pour lire. Alors, ça va être s'ils le veulent, s'ils ont l'envie, des centaines et des centaines d'ouvrages. On leur souhaite en tout cas. On leur souhaite, mais c'est formidable d'avoir ce temps devant soi, parce que c'est aussi une question de temps quand même pour lire. Hein. Quand on est adulte et qu'on a des responsabilités diverses, c'est plus difficile. Mais quand on aime lire, on lit toujours. Mais eux, ils ont
devant eux, et c'est un peu un message aussi d'espoir et d'envie que je leur donne, ils ont toute une vie pour lire. Ça veut dire aussi pour parler, pour échanger, pour peut-être aussi compléter que la poésie avec le cinéma, parce que tout ça, on le sait bien, est lié. Un livre souvent est adapté au cinéma. Donc c'est tout cet univers, cette chance formidable des arts et de la culture, dont la littérature est une base solide. Et puis ce moment de partage, vous en parlez, Alterado, c'est vraiment ça, surtout dans sa formule physique, quand les collégiens peuvent véritablement rencontrer les auteurs physiquement. C'est pas le cas cette année, on le regrette bien évidemment, même si on fait toujours partager ces moments de partage. Donc je vais me retourner vers la mosaïque pour pouvoir retrouver nos collégiens et puis nos auteurs. Est-ce que un autre collégien veut reposer une question? Est-ce que vous avez encore des questions en stock? Alors, il y a Marion et Sarah. Allez, je vous écoute. Alors, j'aurais une question aussi pour Alexandre Charvin. J'aimerais savoir si quand il a commencé à écrire son livre, il savait déjà quelle serait la fin, s'il vous plaît. Oui, alors en fait, les premiers romans que j'ai écrits et qui n'ont pas été publiés parce que je les ai pas terminés, je connaissais pas la fin et donc j'ai pas pu aboutir à la fin du roman. Alors je vois ça en fait pour moi le roman, je vois ça comme un labyrinthe, mais moi en tant qu'auteur en fait je construis le labyrinthe pour que le lecteur puisse entrer dans ce labyrinthe. Donc forcément il faut que je connaisse la sortie du labyrinthe pour pouvoir emmener le lecteur jusqu'au bout. Donc oui, maintenant, je me mets en fait à l'écriture du roman uniquement si j'en connais la fin, sinon je me perds. D'accord, merci. Merci à tous en tout cas pour ce joli moment de partage de questions-réponses. Je crois que c'est l'heure est arrivée du moins d'annoncer qui est le ou la gagnante du prix littéraire Alterado 2020. Alors, voilà comment ça va se passer. Laure Tonnet-Bazaille, vous avez la fameuse enveloppe avec le nom du gagnant ou de la gagnante. Et puis Renaud Beretti, après, vous allez symboliquement remettre ce chèque de 1 000 € virtuellement au gagnant ou à la gagnante. Laure Tonnet-Bazaille, je vous laisse la parole. Alors, je vais laisser durer un peu le suspense. Donc vous avez été très nombreux à adresser vos bulletins de vote, puisque vous avez été 2140 On va vous rapprocher un tout petit peu du micro. Voilà. Oui, vous avez été 2140 à déposer un avis de lecture, donc à peine moins que les autres années. Donc le confinement, sans doute, vous a permis de prendre le temps de lire. Et donc le prix Alterado 2020 est décerné à Delphine Bertholon pour son roman Celle qui marche la nuit. Félicitations. Bravo. Delphine Bertholon. Alors on n'entend pas les applaudissements, on peut essayer. Ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et voilà le chèque. Et oui, donc Haute-Savoie et Savoie, donc le Conseil Savoie-Mont-Blanc et Savoie-Biblio, donc tous les deux avec Laure pour présenter ce chèque de manière virtuelle, mais qui a aussi une réalité par ailleurs. Voilà, c'est le moment un petit peu solennel, mais aussi festif. J'ai le souvenir que, peut-être pour les collégiens qui nous regardent sur les réseaux sociaux, et à l'antenne, le souvenir des autres années où on a tout un amphithéâtre qui applaudit. Voilà. Qui hurle parfois même. Et oui, qui hurle. Et je trouve que on trouve que c'est une très belle manifestation spontanée d'une passion, qui est celle de la lecture et de la rencontre littéraire. Et vous avez vu qu'on parle de livres écrits par de grands ados, pour des ados, mais qui donnent envie de lire aussi aux adultes. Donc je trouve que c'est bien qu'un livre s'adresse à... Le maire de Romilly parlait tout à l'heure de la culture pour tous, c'est ça aussi, la littérature pour tous. Alors on donne tout de suite quand même la parole à la gagnante de cette édition, Delphine Bertholon. Oui. Une réaction. Je sais pas quoi dire, je suis assez sciée, je dois dire. Donc voilà, je vais classiquement dire merci. Merci d'abord à tous ceux qui ont fait cette super belle sélection dans laquelle j'étais vraiment fière d'être. Donc plein de bisous aussi à tous les autres auteurs. Merci aux collégiens qui ont voté. Voilà, donc c'est pour nous tous extrêmement frustrant de pas avoir pu être là en vrai, de pas pouvoir vous avoir tous rencontrés, de pas avoir pu nous rencontrer entre nous aussi les auteurs, parce que pour certains on se connaît, on était contents de se revoir et puis on se fait toujours des nouveaux copains. Il y a un côté très colonie de vacances dans ce genre de manifestation et donc ça nous manque, mais
quand même très chouette que tout ça ait pu aller au bout et qu'on se rencontre même de cette manière-là. Et puis voilà, que dire si ce n'est que ça a été un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai que j'espère que tout ça vous aura donné, les ados, envie de continuer à lire, de lire encore plus. Et on s'est bien rendu compte là avec le confinement que la liberté c'est quelque chose de très 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 important. Et la lecture, c'est un endroit de liberté extraordinaire dont il faut franchement pas se priver. Donc j'espère que ça vous a, voilà, que le virus de la lecture vous aura gagné, parce que bon, l'autre, on va espérer que ne plus en entendre parler. Donc merci vraiment beaucoup, je suis super touchée. Ben, je me retourne tout de suite du côté des collégiens pour avoir aussi leur réaction. Est-ce qu'il y avait des collégiens dont le livre de Delphine Berthelon était le coup de cœur ? Ouais, moi. Alors, on va commencer. Faites-moi signe, levez la main. Allez, on va commencer avec Thomas. On va écouter Thomas, s'il vous plaît. J'ai bien aimé parce que dans les autres années, vos autres sélections n'avaient pas eu forcément un roman comme ça d'horreur, un peu science-fiction. Alors, excuse-moi Thomas, il y a beaucoup de bruit. Alors, je comprends l'effervescence de tout le monde, mais je vous demande juste de respecter ce principe de visioconférence, de ne pas parler pendant qu'il y a un collégien ou un auteur qui parle. Excuse-moi Thomas, je te redonne la parole tout de suite. Ta réaction ? Ça faisait du bien à la sélection parce que les autres années, on n'avait pas eu un polar comme ça, un peu énigmatique, et ça faisait du bien. Vu que les autres années, on avait déjà eu un thème un peu comme Rhizome avec, je pense, à New York Project. On a vu, on a vu les mêmes livres à peu près. Et cette année, ça faisait du bien, ça rapportait du frais à la sélection et ça faisait vraiment plaisir d'avoir un livre comme ça. Alors une autre réaction peut-être d'un autre collégien. Je vous laisse me faire signe sur la mosaïque. Je vais essayer de vous voir. On a Lilou. Oh, on t'écoute. Moi, dans mon collège, je pense que ce livre a bien plu, car on en a même fait une bande-annonce. Des collégiens, on en fait une bande-annonce. Et j'ai trouvé que ce livre était super. Eh bien, Lilou, tu fais bien de nous rappeler qu'il y a une bande-annonce d'ailleurs sur ce livre, puisqu'on l'a en régie, et puis on va vous la montrer tout de suite si la régie elle est prête. On vous montre cette bande-annonce sur le livre Celle qui marche la nuit, réalisé par les collégiens. Où est-ce que t'as trouvé ça? C'est Pauline qui m'a donné le scalpel pour opérer bébé pour plaquer ses doigts. Ma sœur a une sorte d'amie imaginaire. Tu connaîtrais pas une Pauline par hasard? Non. Allez, on rentre. Et voilà pour cette jolie bande-annonce qui rend hommage au roman Celle qui marche la nuit. D'habitude, à Alterado, à la fin, il y a une grosse séance de dédicaces, même tout le long, hein, effectivement, de l'événement. Il y a la queue, effectivement, de la part des collégiens. On a quand même demandé à Delphine Berthelon de nous dédicacer son roman. Vous allez la découvrir tout de suite, cette dédicace. La voilà. Je vous la lis en même temps, chère lectrice, chers lecteurs du prix Alterado, comme c'est étrange avec ce roman. Excusez-moi, je ne vois pas très bien.
Ah pardon, alors on n'a pas la bonne dédicace, excusez-nous, à l'écran. Là c'est la dédicace de Florence qui est passée. Nous c'est celle de Delphine Berthelon. Alors je l'ai là, oui, j'avais prévu, je vous avoue, de l'imprimer. Vous allez pouvoir la voir avec la caméra mobile qu'on a sur ce plateau. Donc je vous la lis, cette fameuse dédicace. À tous les lecteurs d'Alterado, merci d'avoir lu Les Aventures de Malo. J'espère que cette expérience vous aura donné le virus de la lecture. L'autre virus, on ne l'aime pas. Il nous a empêchés de nous rencontrer. Bisous, Delphine Berthelon. Voilà pour cette jolie dédicace pour tous les collégiens qui ont pu participer à cet événement Alterado. Une réaction de votre part? Déjà, belle bande-annonce. Hein. Bravo à cette petite équipe. Ça faisait presque peur d'ailleurs, donc c'est incitatif. Et puis, merci à Delphine. On l'a vu lors de cet échange. Bon, je ne la connais pas, mais j'ai trouvé qu'elle avait beaucoup de fraîcheur, d'énergie, et puis un franc-parler, et ça fait du bien. Bravo à tous, parce qu'effectivement, je pense qu'ils se sont mobilisés pour défendre ce roman qui a visiblement été vraiment leur coup de cœur, apparemment pas que, mais dans tout leur collège. Et c'est vrai qu'on voit que du coup, ils ont imaginé les scènes, alors évidemment à la mode un peu savoyarde, parce que je crois que le roman il se passe dans le sud de la France, donc là il y avait un chalet, mais oui, c'est vraiment... pour nous, je pense qu'avec Renaud, c'est vraiment bien de voir que les jeunes se sont appropriés ces romans et qu'ils ont imaginé encore autre chose, avec une autre mode que la littérature, le cinéma. Delphine Berthelon est donc la grande gagnante de cette 12e édition du prix littéraire des collégiens Alterado. On n'oublie pas bien évidemment tous les autres romans, les 5 autres romans. Si vous avez la chance de les découvrir, faites-le, allez-y, n'ayez pas peur, la lecture ça ne fait pas de mal. Ils sont tous normalement disponibles dans les différents centres de documentation des collèges, etc. Donc je pense qu'on invite tous les collégiens à se tourner vers ces romans. C'est déjà la fin de l'émission, c'est passé vite, dis donc, tous ensemble. On va se quitter en musique avec The Wonkies, le groupe créé à Chambéry en 2018 va vous entraîner avec des sonorités inspirées du ska, du reggae ou encore du rocksteady, tout un programme. Merci à vous pour votre participation, les élus sur le plateau. Merci évidemment à tous les collégiens présents en visioconférence et à tous les auteurs. Malgré la difficulté, on y arrive, on le prouve encore une fois aujourd'hui. Je terminerai avec une petite citation d'André Malraux. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Alors merci une fois de plus à Alterado d'avoir permis à ses collégiens de conquérir une année de plus la culture. Merci à vous tous, à bientôt.